Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Comment ça va? Vous avez passé un joyeux Noël? Absolument. Bon, Vincent Roy, bonjour à vous. J'ai l'impression qu'on ne se quitte pas. On est ensemble tous les jours. Je vous ai vu depuis Noël d'ailleurs. Mais bien entendu. Oui, c'était hier, oui, effectivement. Bon alors, il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui. Quoique, il y a eu la décision de François Bayrou de se rendre à Mayotte. Je crois que la séquence va être assez cocasse à voir, aux côtés de deux anciens premiers ministres, Manuel Valls et Elisabeth Borne. Mais je voulais vous parler tout d'abord de l'année qui vient de s'écouler, alors assez immobile. Il ne s'est pas passé grand-chose, puisque finalement, qu'est-ce qui reste du bilan politique? Nos confrères de l'opinion ce matin expliquaient qu'il y avait eu 176 jours de vacances du pouvoir, soit la moitié de l'année, en gros, sans compter les périodes de réserve, les absences du gouvernement, les gouvernements incomplets. On va en parler tout d'abord avec Jean Garrigue, historien, avant d'en débattre avec vous, messieurs. Bonsoir, Jean Garrigue. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, première question, à quand doit-on remonter pour avoir une telle instabilité en France? Tout simplement sous la 4e République. Vous avez eu des moments où la durée de vie des gouvernements tournait autour de 3 à 6 mois. Donc, mais c'est normal. On est dans une configuration politique qui est celle de la 4e République. La tripartition de l'Assemblée nationale est totalement contraire à l'esprit et à la pratique de la 5e République. Donc c'est finalement, tout le monde s'en étonne, mais n'empêche que c'est complètement normal qu'il y ait cette forme d'instabilité, parce qu'on est obligé de rechercher en permanence des compromis, des coalitions pour que ça fonctionne. Et comme personne ne veut que ça fonctionne, en tout cas deux grandes forces aux extrêmes ne veulent pas que ça fonctionne, ça pose quand même un problème. Alors ce n'est pas tant qu'on s'en étonne, c'est qu'on s'en inquiète certainement, parce que à l'époque de la 4e République, il n'y avait peut-être pas 300 milliards de dettes. Aujourd'hui, comment on en sort? Écoutez, si j'avais la solution, je serais Premier ministre. Je reconnais que c'est une question un petit peu piège. Mais en tout cas, comment ils s'en sont sortis à l'époque? Alors, je vais vous sauver en tant qu'historien, puisqu'on peut s'éclairer du passé. À l'époque, ils s'en sont sortis parce que la France était en pleine reconstruction. C'était un boom économique avec des taux de croissance de plus 5, plus 6, plus 7%. On parlait du miracle français. Oui. Et ces gouvernements-là ont accompagné cette réussite économique. Mais il faut aussi reconnaître que ces hommes politiques de la 4e, ces partis politiques de la 4e République ont quand même eu la vertu d'arriver à travailler ensemble. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque la 3e force, c'est-à-dire une coalition de partis qui allait des socialistes jusqu'à ceux qu'on appelle aujourd'hui les républicains, ça s'appelait les indépendants à l'époque, et ces gens-là, ils ont réussi à travailler ensemble. Alors d'un côté, il y avait les communistes, de l'autre côté les gaullistes qui voulaient pas travailler avec eux, mais eux, ils ont réussi à travailler, et mon Dieu, avec plutôt une grande réussite. Alors ça s'est mal terminé parce que il y a eu la guerre d'Algérie, ils n'ont pas su la résoudre, mais pendant plusieurs années, ils ont réussi à travailler ensemble. J'en tire la conclusion que quand on arrive à travailler ensemble, il peut en sortir des choses plutôt positives. Un petit peu comme c'est toujours l'éternel exemple allemand, mais enfin, c'est quand même effectivement intéressant de savoir que les Français ont réussi à travailler ensemble. Qu'est-ce qui a changé finalement à travers les années, à travers l'histoire, pour que ça ne fonctionne plus aujourd'hui? Alors d'abord, il faut vraiment rappeler que ce type de compromis, de coalition, ça existait tout au long de la 3e et de la 4e République, d'une part. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est que sous la 5e République, on a pris d'autres habitudes. On s'est habitué à ce qui est ce qu'on appelle le fait majoritaire, c'est-à-dire que on ne puisse gouverner qu'avec une majorité absolue ou avec une majorité proche de la majorité absolue, comme c'était le cas de 2022 à 2024. Bon, c'était déjà compliqué quand il y avait une majorité relative proche de la majorité absolue. Alors aujourd'hui, comme on est dans une situation complètement inédite et que certains ne pensent qu'à une chose, l'élection présidentielle de 2027, on se retrouve dans les difficultés qu'on connaît. Voilà, tout simplement. Georges Fenech. Je vais répondre à Jean Garrigue en même temps, en le saluant, bien sûr.
Vous savez, moi j'entends beaucoup parler de cette 4e République, la 3e République, l'instabilité, le régime parlementaire. Mais non, je ne suis pas d'accord. Nous sommes sous la 5e République, telle qu'elle a été voulue par le général de Gaulle. Sauf que ce qui se passe actuellement, c'est que le président de la République actuelle ne respecte pas l'esprit. Parce que, vous savez, un texte, il y a le texte de loi, puis il y a l'esprit aussi. Ce qu'on a voulu faire, qu'est-ce que le constituant avait voulu faire. Et souvenez-vous, je me souviens même des propos même d'Emmanuel Macron avant sa première élection en 2017, où il avait dit « La seule chose qui m'obligerait à quitter le pouvoir, si j'étais élu, c'est de perdre la confiance des Français. » C'était aussi le moteur de ce que le général de Gaulle a toujours estimé, la confiance des Français. Donc le général de Gaulle, lorsque les Français lui disent non au référendum, il avait prévenu d'ailleurs, eh bien il s'est retiré avec une grande dignité du pouvoir. Là, nous avons un président de la République qui perd les élections législatives de 2022, puisqu'il n'y a plus qu'une majorité simple relative, qui perd ensuite assez cruellement les élections européennes et qui se dit tout à coup, je vais interroger le peuple, savoir enfin ce qu'il veut. Et le peuple, après cette dissolution absolument surprenante et extravagante, lui dit non. C'est-à-dire qu'à 3 reprises, le peuple a dit non. Tant que vous n'aurez pas effectivement une nouvelle élection présidentielle anticipée, vous aurez toujours cette cacophonie au sein de l'Assemblée. Parce que c'est pas au mois de juin, admettons qu'il arrive à tenir jusqu'au mois de juin. Admettons. Je suis pas sûr que M. Bayrou passe l'hiver, comme disait l'autre. Mais admettons. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez qu'avec M. Macron, dissolution au mois de juin, on va retrouver une majorité? Mais non, c'est fini. Je crois que la confiance n'est plus là. Et moi, j'appelle de mes voeux, est-ce qu'on redresse le pays? On n'a plus de temps à perdre avec ces milliards de dettes, avec la situation que nous avons, avec les conflits internationaux. Il faut que la France retrouve le chemin de la croissance et de la confiance. Jean Garrigue, alors vous allez répondre à Georges Fenech, mais enfin, c'est vrai que si à chaque fois qu'il n'y avait plus la confiance qui était réunie à l'endroit d'un président, ça serait compliqué parce qu'il y aurait eu plusieurs occasions, effectivement, que les anciens présidents partent. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais enfin, vous avez compris l'idée. Mais vous avez tout à fait raison. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, ça a été le cas pour François Hollande. Mais ça a été le cas, n'ayons pas la mémoire trop courte, ça a été le cas aussi pour Jacques Chirac en fin de mandat et pour François Mitterrand. Donc non, c'est franchement pas la solution. Imaginez une dissolution aujourd'hui, mais vous vous retrouveriez pas une dissolution, pardon, une démission du président de la République. Le nouveau président, il se retrouverait avec une assemblée tripartite ingouvernable comme aujourd'hui. Et si, bien sûr que si, on est dans cette situation-là. Alors, si on attendait donc la dissolution possible en juillet 2025, qu'est-ce qui vous prouve que le président d'alors serait susceptible de créer un tel effet majoritaire qui permettrait de transcender cette tripartition? Jean. Moi, je crois qu'il y a 3 France. Non, mais je termine juste mon raisonnement. Je crois qu'il y a 3 France et que c'est très clair. 3 directions différentes, que la gauche et ce qu'on appelle l'extrême droite ne sont pas capables de gouverner ensemble. Donc il faut trouver d'autres manières de transcender ces frontières pour gouverner ensemble. Et ça ne changera vraisemblablement pas grand-chose aujourd'hui d'avoir une démission du président et une élection anticipée. Peut-être, au pire, au mieux, selon qu'on se situe dans tel ou tel camp, ça pourrait changer les choses si le président élu, mettons en 2025, arrivait à entraîner derrière lui un effet législatif tel que, après la dissolution, il aurait une majorité absolue, mais j'en suis pas persuadé du tout. Ça a toujours été le cas sous la 5e République. Ça a toujours été le cas sous la 5e République. Vincent Roy, à chaque fois qu'un président est élu, il a sa majorité. Vincent Roy. Alors, je vais peut-être les mettre d'accord, mais je vais poser la question à Jean Garrigue et sans doute Georges va-t-il y répondre. Bon, cher Jean Garrigue, on a bien compris que effectivement la tripartition était contraire à l'esprit même de la 5e. Mais puisque on est passé de la 4e à la 5e, et dans votre discours aussi, vous nous avez bien expliqué ce qu'était la 4e, Mendès France donnait une définition de la démocratie, il disait, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité, c'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire, c'est un code moral. Est-ce que, entre le passage de la 4e
à celui de la 5e. Est-ce que entre 1950 et 2024, par exemple, on n'aurait pas perdu ce que Mendès France appelle le code moral, qui est une sorte de ciment ou de ferment de la démocratie? Oh, mais ça, vous mettez le doigt sur le problème le plus grave, me semble-t-il, de notre démocratie. C'est que, précisément, ce code moral, mais attention, pour moi, ce code moral a été perdu non seulement par nos hommes politiques, la preuve avec ce qui se passe aujourd'hui, et de tous les côtés, responsabilité du président, responsabilité des partis d'opposition ou de majorité, je les mets tous dans le même sac, mais aussi de la part des citoyens, parce qu'il faut quand même poser ce problème-là, vous voyez, ce problème de ce qu'est être un citoyen avec ses droits, ses devoirs, et d'essayer de regarder ensemble vers l'avenir. Je crois qu'effectivement, vous avez raison. Il y a eu une dégradation terrible de ce sens moral, finalement, de la citoyenneté républicaine, et je pense que effectivement, c'est à reconstruire, tout autant d'ailleurs que cet équilibre politique qui nous manque. Ça, j'en suis persuadé. Georges Fenech, je voudrais dire que si on en reste au statu quo actuellement, même si les ministres sont d'excellente qualité, je pense que M. Darmanin l'est, M. Retailleau l'est, les choses sont figées. Ils n'auront pas la latitude et la marge de manœuvre politique pour faire évoluer les choses. M. Retailleau n'aura jamais une majorité pour refaire une loi sur l'immigration. C'est clair et net. Monsieur Darmanin va se heurter à un pouvoir judiciaire, puis il y a le syndicat, on a bien vu déjà l'accueil très froid. On va en parler justement tout à l'heure. On va en parler si vous voulez, mais il n'aura pas les moyens de faire voter, par exemple, le rétablissement des peines planchées, la réforme du code pénal des mineurs. Tout cela, ça suppose une majorité. Pourtant, à l'Assemblée nationale. Que vous évoquez, ce sont peut-être les seuls qui font vraiment l'unanimité, manifestement, dans l'opinion publique. Alors, pas dans l'Assemblée, mais... Oui, mais qu'est-ce qui est important, malheureusement? Mais François Bayrou l'a dit, d'ailleurs, j'ai nommé ces deux hommes... parce que pour répondre à la demande de l'opinion publique. Mais l'opinion, elle est représentée par des représentants légalement élus. Est-ce que vous croyez vraiment que le Rassemblement national va s'opposer à une loi sur l'immigration? Le Parti socialiste. Oui, mais il ne fait pas le poids tout seul. Oui, mais le Rassemblement national ne fait pas le poids tout seul non plus. Donc vous n'aurez pas de texte. Ce que dit Georges est très important, parce que je crois que je vais essayer de synthétiser d'une phrase, mais notamment on va parler de M. Darmanin, mais on peut parler de M. Retailleau. Ni M. Retailleau, ni M. Darmanin ne font la loi. Oui. Et c'est ça la difficulté. La grande difficulté, c'est que lorsque vous voulez réformer en profondeur, vous avez besoin, la 5e l'impose, vous avez besoin d'une majorité. Ça veut dire que vous avez besoin d'une légitimité. Sans cette légitimité... Donc ça veut dire qu'il a fait de la communication. On va en parler. Il n'a fait que ça, et brillamment, mais il n'a fait que ça. Jean Garrigue, merci beaucoup de nous avoir apporté votre éclairage d'historien. C'était passionnant. Merci à vous. À bientôt. Et on se retrouve dans quelques instants pour le journal permanent et la suite de nos débats.